La région des hauts plateaux de Madagascar s'appelle l'Imerina, ses habitants les Mérinas, ou plus justement les Mernes. Par rapport aux côtes, cette région offre un visage particulier. Un relief difficile, un climat relativement froid, une surpopulation chronique font que peu de solutions collectives sont à même de faire vivre des populations entières. Malgré ces difficultés, avec une humilité et une inventivité parfois déconcertantes, les Mernes savent montrer, à qui sait la voir, une rare capacité d'adaptation. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'hériter des ressources des rizières, l'inventivité, l'improvisation constituent en quelque sorte la matière première. Hommes ou femmes, travailleurs saisonniers ou enfants des villes, chacun doit trouver sa solution originale, capable de le faire vivre, lui et les siens. La population merne constitue ainsi, dans un contexte économique qui ne cède rien à l'attachement aux traditions, un immense puzzle de micro-solutions. Les hauts plateaux, l'imagination et la créativité comme art de vivre. Madagascar, l'île Rouge. 4e plus grande île du monde. Superficie, 1,5 fois la France pour seulement 15 millions d'habitants. 18 ethnies différentes y cohabitent depuis des générations. Chacune d'elles a son identité propre, mais toutes se retrouvent autour d'un patrimoine commun, toutes sont partie prenante de la culture malgache. Au centre du pays, les hauts plateaux qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude en constituent, avec quelques 4 millions de Mernes, la région la plus peuplée. Les populations d'origine indonésienne qui sont venues autrefois s'installer sur l'île de Madagascar ont préféré, au climat pourtant plus clément des côtes, ces régions des hauts plateaux propices à la culture du riz dont elles étaient les héritières. Rompues à la maîtrise de l'eau, habituées aux fortes précipitations, elles ont donné à cette partie du pays ce caractère particulier qui mêle dans un camailleux de verre et d'ocre le visage de l'Afrique à celui de l'Asie. Au fil des siècles, les Mernes sont restés une population profondément attachée à la structure de village dont la famille constitue à la fois l'emblème et le lien social essentiel. La culture du riz s'y est développée par l'aménagement de vastes plateaux régulièrement irrigués par des pluies parfois torrentielles. Vous voyez notre maison là? Elle est entièrement faite en terre. De la terre mélangée avec de l'eau. Cette maison, on l'a construite car on avait beaucoup d'enfants. Ici, à Madagascar, c'est très important de laisser à ses enfants une grande maison. Et vous voyez notre toit là? Il est entièrement fait en paille. Cette maison, elle est vraiment faite à la malgache. Faites comme chez vous. Venez manger. On vit grâce aux rizières, vous savez. Ici, dans l'Imerina, le riz est à la base de tout. C'est la base de notre alimentation, mais aussi celle de notre économie. C'est un travail très dur, et on le fait encore de manière traditionnelle, comme nos parents le faisaient. Bien sûr, on fait aussi autre chose, mais la base, c'est le riz. Le reste, c'est, disons, complémentaire. Si les Mernes ont hérité de leurs racines indonésiennes les principes de leur agriculture, ils restent également très marqués par leur histoire africaine. Et le mot d'histoire n'est pas ici un vain mot. La transmission orale des mythes, des légendes, de l'histoire des ancêtres, des savoir-faire, y conserve aujourd'hui encore toute son importance. Vous savez, chez nous, rien n'est écrit dans les livres. C'est à nous, parents, de transmettre ce savoir pour que les enfants construisent de belles maisons. Et leurs maisons rouges seront aussi solides que les nôtres. C'est tout ça qu'on doit transmettre nous aussi. En ce moment, c'est la saison des pluies ici.
Et quand il commence à pleuvoir dans le coin, c'est parti pour un moment. Et évidemment, on a beaucoup moins l'occasion de sortir. Alors on reste à la maison et on joue au domino. Quelquefois, quand on ne travaille pas, on prend les enfants. Et tous ensemble, on raconte des petites histoires. Ça, c'est un moment très agréable. Et puis, quand il pleut, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile de réunir tous les enfants. Les parents leur racontent leur propre histoire et on leur raconte aussi beaucoup de légendes de Madagascar. Voilà tout ce qu'on peut raconter aux enfants. Comme ça, ils peuvent se souvenir de leur histoire et connaître notre vie d'avant. Nous aussi, quand on était petits, on est passé par là. Tous les gens d'ici ont le même métier, ils cultivent tous la terre. Et la terre que nous cultivons, c'est celle que nous ont laissée nos ancêtres. C'est ça, notre héritage. Même si elle se réalise de manière assez archaïque, l'exploitation des rizières constitue pour une grande partie de ces populations non seulement une tradition et un mode de vie, mais un véritable ciment social. Comme toutes les richesses, les rizières constituent un patrimoine durable et un instrument de stabilité sociale. Transmises par héritage ou par mariage, elles assurent la relative prospérité des familles qui les possèdent ou qui les exploitent. Pour autant, tous les mernes ne bénéficient pas de l'avantage que constitue cette exploitation agricole. Nombre d'entre eux sont contraints à l'exode rural vers les villes, moyennes ou grandes, dans lesquelles ils peuvent espérer trouver un travail. La plupart ne disposant ni d'une formation de base, ni d'un savoir-faire spécifique, chacun d'eux doit chercher sa solution personnelle. Et c'est là que le génie propre des mernes s'exprime avec le plus d'évidence. Leur capacité à saisir les opportunités les plus diverses, à recourir à des techniques pour lesquelles leur manque le plus souvent jusqu'aux outils de base, font de cette ethnie courageuse l'une des plus attachantes de l'île. Voici, à travers toute l'Imérina, la rencontre avec quelques-uns de ces personnages de tous âges qui conjuguent les nécessités de l'existence avec leur attachement pour l'île où ils sont nés. Tananarive, capitale de Madagascar, exerce évidemment un immense pouvoir d'attraction économique. C'est peut-être ainsi qu'elle est devenue en quelque sorte la capitale de la débrouillardise. Au cœur de cette ville abondante, grouillante d'activités, 1000 métiers se côtoient, parfois les plus improbables, 1000 idées s'y développent, parfois les plus étonnantes. Avec des moyens rudimentaires et souvent même archaïques, bien des Malgaches sont parvenus à trouver leur solution individuelle, à créer leur petite industrie. Restauration rapide, fabrique de tampons sur mesure, recyclage artistique de boîtes de soda, chacun ou presque, du plus jeune au plus vieux, parvient à exister grâce à son énergie. Voici Patrick et Tahir. Je m'appelle Patrick et je vends les journaux à Tana. Dans ma famille, on est tous vendeurs de journaux. Mais nous deux, on fait ça surtout pendant les vacances. Parce qu'avec l'école, on a trop de devoirs. Le matin, on cherche des clients un peu partout dans la ville et souvent on joue de l'après-midi jusqu'au soir. On se lave, on va se coucher et le matin, c'est reparti pour d'autres journées. Oui, des clients, si on cherche bien, il y en a toujours dans la ville. En général, les gens regardent les gros titres et s'ils veulent lire plus, ils achètent. Mais il y en a d'autres qui n'achètent que le samedi. Tu vois, en faisant équipe avec mon frère Tahir, et même en travaillant beaucoup, on ne gagne jamais plus de 3500 francs malgaches chacun. Des fois 4000 ou 5000.
Sauf le samedi. Oui, c'est vrai. Alors là, le samedi, on peut faire jusqu'à 9 000 ou 10 000 chacun. Vendre des journaux est évidemment une bonne solution économique pour Patrick, comme pour son jeune frère, mais nullement définitive. Être vendeur de journaux à 10 ou 12 ans n'empêche pas d'envisager l'avenir ou de cultiver la part du rêve. Vendre les journaux, c'est bien, mais ça ne gagne pas assez. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas trop le choix. Mais dès qu'on sera plus grand, c'est sûr, on trouvera un boulot mieux payé. Ou alors continuer à vendre des journaux, mais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le plus important pour moi, c'est de continuer le foot. Le foot et le rugby. Tu vois, moi, j'aimerais bien être pâtissier. Ou alors travailler dans les cuisines, être un bon cuisinier. C'est vrai, ça doit être génial de devoir faire plein de gâteaux sur l'ordre du patron. Pouvoir faire des croissants, des pains au chocolat, des gâteaux avec plein de crème. Quitter Tananarive, c'est retrouver immédiatement les omniprésentes rizières qui font le paysage de cette région de Madagascar et les couleurs du pays malgache, couleurs chaudes de l'ocre des maisons, couleurs lourdes de ciel menaçant et quelque chose d'une grâce particulière qui n'appartient peut-être qu'à ce pays. Voilà le mot peut-être, la grâce. Une manière de marcher comme une manière d'être au monde, une sérénité qui n'est pas l'insouciance, un calme qui n'est pas l'indifférence, un monde de terre et d'eau, un monde vert et rouge, tout un monde, une île. C'est de cette terre que vient Joseph, que nous rencontrons à Antsirabe. Assis sur la place, Joseph regarde cette ville qui symbolise à la fois ses regrets et sa réussite. Ses regrets parce qu'il a dû, comme bien d'autres, quitter la campagne où il avait vocation à rester cultivateur, sa réussite parce que c'est là qu'il est néanmoins parvenu à trouver une solution économique à sa situation. Avant, moi aussi je travaillais la terre. Tenir une bêche, c'est ça mon vrai métier. Ville de 200 000 habitants, construite au XIXe siècle à l'initiative d'un missionnaire norvégien, Antsirabe est aujourd'hui le principal carrefour, le lien organique qui relie l'ouest au sud du pays. Ça fait 3 ans que je suis pousse, ici, à Antsirabe. Je suis venu sur les conseils de mon père pour gagner un peu plus d'argent. Je viens de loin, à pied. Plus de 22 km en pleine brousse. C'est là-bas que se trouve mon village. Quand je viens à Antsirabe, en général, c'est pour une quinzaine de jours. Quand j'ai gagné suffisamment d'argent, je rentre chez moi. Et après, je reviens. La prospérité et la croissance démographique d'Antsirabe ont évidemment attiré tous ceux qui, comme Joseph, ont quitté les campagnes à la recherche d'un travail. Personne ne sait au juste combien ils sont, mais on estime à plus de 5000 le nombre de tireurs de pousse-pousse. Ces conducteurs sont au cœur d'une véritable contradiction économique. Producteurs d'une importante activité par les métiers collatéraux qu'ils génèrent, fabricants, réparateurs, conducteurs, loueurs, vendeurs, décorateurs, ils constituent néanmoins une masse de travailleurs que les autorités des villes sont en fait incapables de gérer et de contrôler. Ici, à Antsirabe, il y a beaucoup d'usines. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes diplômés. Et malgré tout, eux aussi peinent à trouver du travail. Même ceux qui ont le bac ou le BEPC. Alors, c'est pour ça qu'il y a tous ces pousses ici. Et dans tout Madagascar, c'est comme ça. C'est dur pour les diplômés, mais c'est encore plus dur pour les gens de brousse qui doivent tous faire le pouce, comme moi, pour nourrir leur famille. Par exemple, moi qui n'ai pas assez de diplôme, je ne peux même pas demander du travail à la Cotona, l'usine de tissu, ni travailler à la Melia qui fabrique les cigarettes, ni même travailler dans un restaurant, ou travailler dans une boulangerie, ou encore dans une menuiserie. Je n'ai pas le choix.
je dois faire le pousse-pousse, en plus de travailler la terre. Depuis 1 an et demi, à Antsirabe, on a les taxis-villes et les taxis-B. Eux, ce sont des transports en commun, alors le prix de la course, c'est 1000 francs malgaches. Alors qu'avec nous, les pousses, la course va entre 2000, 3000 et parfois même 5000. C'est vrai, depuis que tous ces taxis B sont arrivés dans la ville d'Antsirabe, il n'y a presque plus de clients, et donc presque plus d'argent pour les pousses. Je crois que mon rêve, ce serait d'avoir une belle 305 pour faire les liaisons Tana-Antsirabe. Mais bon, je ne peux pas encore me l'acheter. Ça doit être quand même sympa de pouvoir écouter de la musique dans sa voiture. Tout ça en faisant la route Tana-Antsirabe. Par contre, avec les filles, je crois que je ferai attention parce que tu vois, comment dire, s'il y a une fille mignonne dans ma 305, je risque de moins me concentrer sur la route. Pour ça, c'est vrai qu'avec le pouce, on est plus tranquille. Si le pousse-pousse reste une solution privilégiée pour le transport urbain, les distances parfois immenses qui séparent les villes nécessitent évidemment d'autres moyens de transport. Véritable industrie malgache, le transport collectif scande la vie du pays. Tous ceux qui ont les moyens de posséder un véhicule, même vétuste, deviennent taxi-brousse et se chargent des liaisons entre les villes, transportant passagers et marchandises d'une extrémité à l'autre du pays. Voitures, fourgonnettes, camions, tout ce qui roule se retrouve ici, sur les routes de Madagascar. Le nombre de voyageurs pouvant s'entasser dans un même véhicule rend évidemment le coût du transport d'autant plus abordable. On ne s'embarrasse pas trop ici, ni de permis de conduire, ni même de contrôle technique des véhicules, qui la plupart du temps s'achètent comme n'importe quel bien de consommation. Les routes deviennent de ce fait non seulement le cordon ombilical reliant les différentes régions du pays, mais également le lieu d'une intense activité économique. Le long des immenses files de taxis-brousses qui se pressent à l'entrée d'Amboustre, Lily vend ses productions. Ça fait 12 ans que je fais ce boulot, que je fais des gâteaux. Je fais ça que depuis 12 ans. J'ai toujours fait ça, quoi. C'est comme ça que je gagne ma vie. Amboustre, situé à l'extrême sud de l'Imerina, offre en premier lieu le superbe spectacle auquel la campagne malgache nous a habitués. Paysage presque aquatique de ces immenses rizières qui offrent la gamme presque complète des tonalités de vert, passant de l'émeraude au vert minéral, du vert amande au véronèse. Malgré les apparences, ce n'est pourtant pas de cette activité des rizières que vit principalement la ville, mais depuis des générations, du travail du bois. C'est ce que nous explique Madame Nour. Eh bien, tu vois, tout ça, c'est l'héritage qui nous vient de notre grand-père et de notre grand-mère. Nous, les enfants, on a suivi le même chemin. C'est lui, tu vois, notre grand-père. Et elle, c'est notre grand-mère. Ce sont eux qui ont commencé le travail de la marqueterie, ici à Amboustre. Ce sont eux qui ont tout créé. Après, ce sont les enfants et les petits-enfants qui ont continué. Ils étaient 2 à commencer cette activité au tout début. L'autre avait son atelier à côté du petit marché.
Mais de nos jours, il faut quand même créer de nouveaux modèles. On doit beaucoup chercher pour améliorer le travail des anciens. Si le travail de la marqueterie n'a pas fondamentalement changé dans ses techniques depuis des générations, les modèles, eux, se sont modernisés, mis au goût du jour. Plusieurs générations déjà ont vécu du travail du bois et ont apporté prospérité et reconnaissance à la ville tout entière. Ainsi, les générations se succèdent en entretenant la tradition. Écoutons Sylvain. Tu vois ce truc-là? Ça s'appelle du savouka. C'est une petite astuce malgache, ça nous est très utile pour la marqueterie. Regarde, dès que c'est un petit peu chaud, on remet du savouka et c'est reparti. À l'origine, Sylvain disposait de la matière première qu'est le bois. Ne lui manquait que les outils, les machines pour produire. Il a depuis longtemps résolu cette équation avec simplicité. Avant de fabriquer ses produits, il fabrique ses outils. Il se sert pour cela du câble qu'il extrait de pneus usagés de vélo et qu'il façonne de manière à obtenir une scie, instrument essentiel de son travail de marqueterie. Avant de procéder à la production proprement dite, les mernes doivent le plus souvent fabriquer leurs outils, leurs machines. Mais tout cela ne serait rien d'autre que de l'astuce s'ils ne prenaient le relais de leur créativité, leur habileté, leur savoir-faire transmis souvent de génération en génération, savoir-faire d'autant plus nécessaire et précieux que leurs outils sont rudimentaires. De subtils bricoleurs, les mernes sont devenus au fil des siècles des artisans habiles, producteurs de biens capables même de séduire les importateurs étrangers. 2 à 3 fois par semaine, les afmanirs, paysans spécialistes de la culture arboricole, viennent ici au marché d'Amboustre pour y vendre leur production aux artisans. Madame Nour, Sylvain, comme bien d'autres, s'approvisionnent ici. Mais pour Sylvain, la question de l'approvisionnement est loin d'être la seule. Pour sa production, il a besoin de bois de différentes teintes, de différentes couleurs, mais il n'a ni les moyens ni la possibilité de les faire traiter dans des ateliers spécialisés. Là encore, l'imagination reste son meilleur recours. Ces planches, vous voyez, je viens de les acheter au marché. Elles sont déjà très belles comme ça. Mais on m'a commandé un tableau difficile et j'ai besoin d'obtenir une couleur verte. Alors, je vais aller dans la rizière pour les transformer. Vous voyez toutes ces planches-là? Elles sont toutes de couleurs différentes. Et il faut que ces couleurs soient précises pour mes tableaux. Quand on les met plusieurs jours dans la boue des rizières, elles deviennent noires, comme celle-là. Celle-ci, je l'ai trempée 1 semaine dans la boue pour avoir cette couleur. Donc, on n'utilise pas de teinture, pas de couleur artificielle, quoi. C'est juste en les trempant dans les rizières qu'on obtient ces couleurs. Salut! Quoi de neuf? Sur quoi tu travailles là? Là, je fais un tableau. Et ça, c'est la photo originale. Ça doit ressembler à ça à la fin. Ça fait 5 ans que je fais ce métier, la marqueterie. Au début, j'ai commencé par faire seulement le travail de découpe du bois pour un patron. Et en fait, c'était pas vraiment génial. Alors je suis retourné à l'école. Je suis resté 3 ans dans une école technique de la ville. Et pendant ces 3 ans, j'ai vraiment appris toutes les ficelles du métier. Et puis j'ai recommencé à chercher du boulot et des clients à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'un ami français me commande de beaux tableaux. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu faire des choses un peu nouvelles. De la belle marqueterie, quoi. J'aime le métier de la marqueterie. D'abord parce que c'est un boulot très exigeant. Oui, c'est vraiment pas facile, mais c'est un travail noble.
Tu vois, je sais que si je cherchais une autre activité, je pourrais en trouver une qui soit mieux payée. Aujourd'hui, ça devient difficile car ici, de plus en plus de gens font de la marqueterie. Cette ville est vraiment devenue la capitale du travail du bois. On peut y trouver des sculpteurs, des tourneurs sur bois et de la marqueterie évidemment. Il y a vraiment beaucoup de concurrence à Amboustre. Alors, même si ça ne me rapporte pas énormément d'argent, je l'aime ce métier et je ferai tout pour pouvoir continuer la marqueterie. Si les routes principales de Madagascar sont empruntées par un flot important de véhicules, il n'en va évidemment pas de même des routes secondaires, comme celles que nous devons utiliser pour nous rendre à Fandriana. Tenant davantage de la piste de brousse, notre route est tracée dans la latérite, cette terre qui a donné à l'île son surnom d'île rouge. Et elle ne semble pas faite non plus pour les véhicules qui les utilisent, véhicules hors d'âge, 1000 fois réparés, affichant au compteur un nombre de kilomètres à 6 chiffres. Jamais à court ni d'idées ni de ressources, nos guides sont à peine étonnés qu'une nouvelle panne nous arrête 1 heure ou 2 et à plusieurs reprises au cours de notre voyage. La débrouillardise dont ils font preuve pour dépanner leur voiture antédiluvienne n'est peut-être finalement qu'une introduction à celle de Yasmine et Yvan à qui nous sommes venus rendre visite. Lui et moi, on est frères et sœurs. On travaille toujours ensemble. D'ailleurs, on doit être à 2 pour faire ces petits objets. Seul, c'est pas possible. C'est un travail collectif. En fait, avec mon frère, on a déjà quitté l'école. Mais ce métier, on l'a appris pendant notre scolarité, chaque week-end et durant les vacances. Je me souviens que depuis tout petit, on regarde comment nos parents travaillent. Alors, au fur et à mesure, on a appris par cœur tous leurs gestes. On a regardé, on a appris, et aujourd'hui on fait des vases aussi jolis que ceux de nos parents. Et voilà, voici notre dernière petite œuvre d'art. Nous retrouvons avec un peu de soulagement le confort relatif de la célèbre Nationale 7 qui, de Antsirabe à Tuléar, relie par plus de 700 km de route goudronnée les 2 extrémités de la moitié sud de l'île. Nous nous rendons à Ambatoulamp. Avec la Nationale 7, Ambatoulamp peut être considérée comme l'une des célébrités géographiques de Madagascar. La richesse de ce gros village, ce ne sont évidemment ni les vaches, ni le trafic ferroviaire, mais le sable. À quoi peut servir le sable compact, d'une inégalable finesse d'Ambatoulamp? Joachim, lui, le sait. Là encore, la créativité, l'astuce ont permis à toute une communauté de construire son artisanat et d'assurer sa prospérité. De tout Madagascar, il n'y a qu'ici, à Ambatoulamp, qu'on récupère un maximum de déchets en aluminium. Même les panneaux comme celui-là. On récupère tout. Les boîtes de conserve, les vieilles cafetières, les canettes de bière.
On récupère tout. Et moi, pour travailler, il ne me faut pas grand-chose non plus. Mes outils de travail sont le bois, un bon sac de charbon, quelques bouts d'alu et du sable. Et j'ai tout ce qu'il faut. Vous savez, le sable qu'on utilise n'existe qu'ici, à Ambatoulamp. Et donc, il n'y a qu'ici qu'on peut faire ce métier. Bon, en gros, la méthode, elle est simple. D'abord, tu prépares bien ton châssis. Quand il est bien calé, tu le remplis de sable. Tu vois, il faut beaucoup de sable. Et tu l'aplatis bien, avec les pieds. Ensuite, tu prends la marmite qui sera le moule. Et tu la remplis aussi avec le sable. Il faut bien saupoudrer de charbon chacun des étages. Cela permet qu'ils se séparent bien par la suite. Et quand c'est OK, on renverse la marmite bien au centre du châssis. Une fois que toutes les opérations sont terminées, tu peux poser le deuxième cadre et tu remets encore du sable. Le travail de Joachim est fonction des arrivages d'aluminium. Il a déjà à son actif la fabrication de plusieurs milliers de marmites qui se sont répandues dans l'île tout entière. Toute sa famille est impliquée dans ce travail. Ses enfants, pour la plupart encore à l'école, l'aident dans son travail de récupération et de transport des pièces en aluminium jusqu'à son atelier, et sa femme se charge de vendre ses productions que l'on retrouve d'un bout à l'autre de l'île. Une fois que l'alu est devenu liquide, tu vois, tu te mets bien proche du tube en fer. Et tu verses doucement l'aluminium pour que ça se remplisse à l'intérieur. Grâce à la présence de ce sable exceptionnel et d'une demande relativement stable, plusieurs dizaines de familles d'Ambatoulamp vivent de la fabrication de ces marmites. Tout le monde ne peut pas, comme nous en 403 Peugeot, où les enfants dévalant les rues d'Ambatoulamp sur des chariots en bois, profiter de véhicules pour transporter sa marchandise. C'est le cas de John, avec ses ébus que nous croisons sur notre route. Pour lui, le principe du commerce est clair. Sa réussite dépend de la distance qu'il parviendra à parcourir avec son troupeau. Plus il ira loin vers le nord, s'éloignant de la brousse où pullulent les ébus, plus il pourra en tirer cher. Moi, je viens de la ville de Betchouka. Et je suis sur le chemin pour aller à Tananarive. Oui, c'est loin. C'est même sacrément loin. Je pense arriver là-bas d'ici une semaine à peu près. Mais pour ça, faut pas que je traîne, tu vois. D'ailleurs, excuse-moi, je dois y aller maintenant.
De l'ébéniste au forgeron, du mécanicien au réparateur de parapluies, toutes les corporations se trouvent confrontées à la cruelle absence de machines et d'outils, et toutes ont fait preuve de la même inventivité. Le matériel dont j'ai besoin pour travailler, c'est moi qui l'ai entièrement créé. Par exemple, c'est avec une soupape de voiture que je prétaille les pierres. On utilise tous des choses très simples pour travailler la pierre. Des choses simples, mais pratiques. On ne gagne pas assez pour s'acheter du matériel cher. La machine que j'utilise, c'est moi qui l'ai fabriquée. Et même la meule en plomb, là, c'est moi qui l'ai fait fondre. Avec un forgeron du village, on a réfléchi et on l'a fait ici, sur place. Mais vous savez, avec des choses très simples, on peut faire un travail très élaboré. Même ça, c'est fait avec des petits bouts de bois transformés. Et je vous assure qu'avec ça, on fait du bon boulot. La plupart des pierres précieuses viennent des carrières alentours. Par ici, on peut trouver du saphir, du rubis ou de la tourmaline, ou de l'émeraude, de la citrine. Mon travail à moi, c'est juste de tailler la pierre. Les gens m'amènent leurs pierres brutes et moi, j'en fais des bijoux. Après, ils vendent mes pierres comme ils veulent, mais moi, je taille. Moi, je suis tailleur de pierre parce que mon père l'était aussi. C'est comme ça. Ta pierre est si jolie que tu oublies de me dire au revoir. Si un simple serpate vous dit dépêchez-vous, les enfants de Cayenne ne sont plus heureux que vous. Et toi, ma pauvre mère, crois-tu ton fils heureux? Il est dans les rizières des larmes pleines des yeux. Je ne te dis pas au revoir, mais je te dis adieu. On se verra peut-être, oui, dans les cieux, oui, dans les cieux. En compagnie de Roger, nous n'avons guère fait que quelques centaines de mètres. Nous sommes venus rendre visite à Tina. Dans sa famille, le bois est partout. Son mari est sculpteur de bois de rose, son fils est charpentier, c'est lui qui a construit la maison familiale, et c'est encore avec du bois que Tina, avec l'aide de sa mère, a fabriqué ce métier à tisser sur quoi repose en grande partie l'économie familiale. Il sera sans doute transmis, avec le savoir-faire nécessaire, à la génération suivante, puis, si tout va bien, à celle d'après. La matière première que j'utilise, c'est le raffia. Ici, il n'y en a pas beaucoup, mais on en trouve dans pas mal de régions de Madagascar. À Mananzar, Manakar ou Majinga, c'est là-bas qu'il y en a le plus.
Avec ce que je tisse, on peut faire beaucoup de choses différentes. Des nattes, des sacs de toutes sortes, des chapeaux. Mais vous voyez, ce n'est pas très rentable de vendre sur le marché malgache. On en vend un peu, mais on gagne presque rien. À Madagascar, nos produits ne se vendent pas. C'est comme ça. Aujourd'hui, les Malgaches préfèrent les produits importés. Tina fait de longues journées, mais son travail lui rapporte près de 60 € par mois, soit presque le double du salaire malgache. Ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier. Si je peux nourrir et scolariser mes 6 enfants, c'est grâce à mon métier à tisser. Je ne gagne pas une fortune, mais le plus important, c'est que mes enfants soient de bons élèves. La Simca, une aron de 1952, dont Edmond prend visiblement un soin si jaloux, pourrait constituer une sorte de métaphore de ce que nous voyons à Madagascar. Cette voiture, autrefois neuve et rutilante, a d'abord connu sa première carrière en métropole, puis se retrouver à l'île de la Réunion, où elle a entamé sa seconde vie. Ce n'est qu'à l'issue de cette période qu'elle a commencé entre les mains d'Edmond sa troisième vie. Dernière vie, qui peut le dire? Aujourd'hui, il arrive que quelques touristes curieux et argentés lui proposent de la lui racheter au prix d'une antiquité, mais Edmond la conserve. Vieille par son âge, précieuse par son existence même, la ronde d'Edmond se trouve en quelque sorte à mi-chemin de l'ancien et du moderne. Utilitaire pour les uns, objet de culte pour les autres, est-elle épave ou trésor, neuve ou ancienne, précieuse ou caduque? Voilà une partie de la réflexion de Gérard que nous avons rencontrée à Amboustre. Derrière son apparence légère, ses acrobaties à vélo, c'est en philosophe qu'il pense sa vie, son temps, son île. J'ai commencé par recopier les bandes dessinées que je lisais. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Un jour, mon père m'a dit « Mais pourquoi tu perds ton temps à faire ces dessins-là » Il m'a vraiment engueulé et il m'a dit que je devais faire médecine. Tu seras docteur et pas peintre en panneau. Voilà ce qu'il m'a dit. Du coup, je me cachais dans l'armoire et avec une bougie, je pouvais dessiner tranquillement. Et finalement, ce sont mes dessins qui ont pu faire vivre toute ma famille. C'est à ce moment-là que mon père a été content de mon métier. Surtout qu'en 91, on a eu une crise très importante ici à Madagascar. Depuis cette période, mon père ne m'a plus jamais fait de remarques sur mon métier. Pour moi, ce travail n'est pas vraiment un chef-d'œuvre ou un travail d'artiste. C'est surtout fait pour les gens qui passent dans cette rue, la journée ou la nuit. C'est fait pour les gens simples, les gens qui n'ont pas fait d'études. C'est fait pour les enfants, les grands-mères, pour ceux qui vivent là-bas en brousse. Ici, il est question de jeu, vous voyez. Si vous regardez bien, là, ce sont les vieux qui jouent. Et les jeunes, eux, regardent. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse plus aux jeux traditionnels malgaches. Il n'y a que les vieux qui ont conservé la mémoire de ça. Les nouvelles générations ne se préoccupent plus de ces jeux-là. Ils préfèrent les jeux simples. Mais pour vivre, il faut bien faire travailler les méninges un peu, non ? Sur les murs de la ville, sur les pousse-pousse, les dessins de Gérard sont partout. Ils évoquent la vie traditionnelle de Madagascar et le génie de son peuple. Chef-d'œuvre de l'art naïf, il véhicule une image
à la fois idyllique et réel de Madagascar. Idyllique parce que visiblement empreint d'une nostalgie pour les traditions malgaches, réel par leur chaleur, leur sincérité, leur authenticité. Les œuvres de Gérard constituent ainsi une sorte de miroir tendu vers ses congénères, le reflet d'une culture et d'une certaine vision du monde. Si on y réfléchit bien, la modernité peut être dangereuse pour une certaine catégorie de la population. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans ce dessin, derrière moi, où on retrouve à une même table un gars de la brousse et une fille de la ville. J'ai un peu peur que cette modernité ne crée des barrières entre les gens. Si tu ne rentres pas dans la modernité, tu n'es pas idiot, mais la société te juge un peu différemment. Société d'en haut et société d'en bas. Et vous voyez celui-là ? Il montre un monument français avec les transports malgaches. Et là, c'est un pousse-pousse qui est sur le chemin de l'Arc de Triomphe. J'aime bien dans mes dessins comparer la vie française et la vie malgache. Les 30 pouces que j'ai décorés sont dans le même esprit. Mais venez à la maison, je vais vous montrer quelques-uns des croquis originaux. Il y a pas mal de croquis, de dessins faits pour le plaisir la plupart du temps. C'est mon plaisir à moi. Dans ces dessins, j'essaie de me demander ce que nous apporte vraiment la civilisation. Sur ce dessin, là, on voit des enfants avec des jouets modernes, fabriqués dans des usines, alors que les jeunes malgaches s'amusent aussi bien avec des objets en bois qu'eux-mêmes ont fabriqués. Par exemple ici, la petite fille a une poupée faite avec du bambou. Elle a tapé son bambou sur une pierre pour lui faire de beaux cheveux. Et maintenant, c'est sa poupée. Elle est unique, sa poupée. Tu sais, c'est vraiment bien pour moi d'être malgache. C'est une vie sans facture, par exemple. Tu peux aller par ici ou par là. Personne ne te demandera d'argent. On est toujours à pied, alors ça nous rend plus costauds. On n'est pas toujours dans les voitures à respirer des gaz d'échappement. Les gens ne sont pas tout le temps pressés. Ils ne sont pas pressés d'aller vers la civilisation. Et moi aussi, je dis aux gens que la civilisation n'est pas la chose essentielle dans la vie. Bien sûr, je ne dis pas que la science est mauvaise. C'est grâce à la science que l'on peut connaître la médecine, par exemple. Mais si tu n'as pas assez d'argent pour aller à l'école et accéder à la civilisation, alors il vaut mieux que tu restes tel que tu es. Tu vivras aussi bien. Et c'est pour ça que je ne fais pas que de la peinture, tu vois. Je fais aussi du vélo, des acrobaties. Tu vois, moi, j'ai déjà 24 ans. Mais je me sens encore comme un enfant. Ce que je souhaite dans ma vie pour l'avenir, j'aimerais que tous les Malgaches puissent rester eux-mêmes, fidèles à leur culture. J'aimerais qu'on réalise la richesse de notre culture plutôt que d'envier celle des autres. Madagascar n'a rien à envier. Il faut garder nos traditions malgaches. Voilà un petit message pour tout le monde. Faible niveau de vie, artisanat réalisé avec des outils improbables, culture de la débrouillardise plus que société de consommation, à l'aune de nos valeurs européennes, la vie d'aujourd'hui dans cette partie de l'île de Madagascar que nous avons sillonnée peut sembler rustique et même archaïque. Si les mernes privées de la richesse des rizières sont parvenus à se développer sans s'expatrier, à vivre sans quitter leur territoire,
c'est qu'ils sont parvenus à une sorte d'équilibre. Cet équilibre, ils ne l'ont ni désiré, ni pensé, ni fabriqué parce qu'ils le portent en eux. Ils le doivent à leur tempérament, à leur culture, à ce qu'on peut appeler leur authenticité. Simple sans naïveté, vrai sans calcul, imaginatif sans moyens, industrieux sans prétention, ils travaillent et ils vivent. Et nous montrent ce qu'ils ont, ce qu'ils sont. Un peuple, une culture, un pays, un petit morceau d'éternité peut-être. Misy toerana mba hoeto aore, tsy ampaninona ny miasa aminao. Izaho tsy manam-bola nefa te handeha, na efa nanadino azy ireo sakaizako. Na lasa nolokafa lay malalako, mba hoeto ihany amba ody ihany aminay, ahita maso indray lay ihany tanin-drazako.